Enquête. Christophe Ondelatte. Voici une affaire criminelle très célèbre du 19e siècle. L'enquête sur le meurtre d'un bûcheron du Fieux, en Gironde, le père Gay, en 1847. C'est une histoire qui a marqué les esprits parce que, à un moment, on s'est retrouvé avec 2 condamnés pour un seul meurtre. Alors forcément, sur les 2, il y avait un innocent. Il a passé 7 années au bagne pour rien. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebras. Europe 1. Christophe Ondelatte. Cette histoire débute le soir du 15 novembre 1847, dans un petit village de la région de Libourne, en Gironde, le Fieux. Vers 10h30 du soir, le jeune Bernard Drouot est en train de fermer les volets de sa chambre. Et il voit une lueur dans la nuit au loin. Un incendie à l'entrée du village. « Oh, papa, maman, réveillez-vous, ça brûle chez le père Gay !» Et après, en criant de sa fenêtre, il réveille tout le village. « Au feu! Au feu! Réveillez-vous! Réveillez-vous !» En quelques minutes, la solidarité villageoise s'organise. Les villageois prennent des seaux, des haches, des pelles, des pioches, et ils courent vers l'entrée du village. Tandis que le curé, l'abbé Delmas, fait sonner le tocsin, pour être sûr de réveiller tout le monde. Sur place, c'est déjà trop tard pour la maison du père Gay. Elle a presque entièrement brûlé. Les flammes commencent à attaquer sa grange. Et beaucoup ont déjà une idée de la cause de l'incendie. Ah bah il est comme il est. Il a dû faire tomber une chandelle. Voilà tout. À coups de pelle et de pioche, les villageois parviennent d'abord à maîtriser l'incendie de la grange. Et ensuite à éteindre les dernières flammes qui ont détruit la maison. Et là, un petit groupe emmené par le maire, Pierre Sarrazin, entre dans la masure calcinée du père Gay. Un septuagénaire ancien bûcheron qui vit là seul. Et il le trouve étendu sur le dos dans la grande pièce, mort. Il a encore sa fourchette à la main. C'est la fumée qui l'a asphyxié, pendant qu'il mangeait sa soupe, quoi. Mais le maire, qui a été soldat pendant plus de 15 ans, se penche sur le cadavre, et il remarque une blessure à l'arrière de la tête. Une plaie profonde et large, au niveau de la nuque. Oh, c'est pas une poutre qui lui a fait ça, hein? Bon que non. Il a été tué, notre père Gay, hein? Il a été tué. Je m'en vais prévenir les gendarmes. Et sans les attendre, le maire fouille les poches du vieil homme et il y trouve des pièces de monnaie. 1, 2, 3, 7 francs 65. Bon, en tout cas, on l'aura pas tué pour le voler, hein? La gendarmerie la plus proche du Fieux est à Coutras, à 9 km. Le maire rédige une note sur son carnet. Il avise un adolescent du village. « Tu files porter ça aux gendarmes, hein? Et tu traînes pas, hein? Bon, ils seront pas là avant demain matin, les gendarmes, hein? Donc, il en faut 2 qui restent près du corps, hein? » Et les autres finissent par regagner leur lit. Les gendarmes, effectivement, arrivent le lendemain matin à l'aube. Et dans la foulée, le médecin légiste, le docteur Soulet, qui procède aux premières constatations. « Vous aviez raison, hein, monsieur le maire. La mort a été produite par un coup violent à l'arrière de la tête, avec un instrument tranchant et lourd, qui a provoqué une commotion cérébrale. Je dirais que la mort a été instantanée. Et à mon avis, il n'a pas été tué ici, hein. Le corps a été transporté, hein. » Les gendarmes inspectent la maison, et dans la chambre, sur le bois de lit, ils trouvent une trace de sang qui a la forme d'une main. Et dans la pièce principale, à 5 mètres à peu près de l'endroit où le cadavre a été découvert, les armes du crime, probablement, c'est-à-dire une serpette et un sarclore taché de sang. Et ensuite, ils descendent à la cave. Les jeunes du village m'ont dit qu'ils s'étaient fait livrer 3 barriques de vin pas plus tard que la semaine dernière. Et où elles sont, ces foutues barriques-là? Et elles ont disparu. Ça serait donc ça,
le mobile du crime. Des barriques de vinasse. Je dis vinasse parce que, certes, on est dans la région de Bordeaux, mais un vieux bûcheron n'a pas les moyens de se payer des grands crus. Enfin, devant la maison, dans la boue, les gendarmes identifient des traces de roues d'une carriole tirée par un cheval. Ils les suivent, elles vont vers le bois et se perdent sur la route communale. À la fin de la journée, les gendarmes vont voir le maire dans son bureau. « Dites-nous, monsieur le maire, c'est donc un crime. Vous auriez une piste par hasard? Est-ce que vous avez interrogé l'instituteur, Jean-François Lénier? Et non. Et pourquoi lui? Eh bien, parce que moi je vois que lui qui a un intérêt dans la mort du Perguet. Et quel intérêt? Eh bien, vous devez savoir qu'il y a 3 mois, l'instituteur, il a acheté la maison du Perguet en viager. Alors voilà quoi. Ça mord à tout pour la changer, non? Mais ça, monsieur le maire, c'est une supposition. C'est un dépensier, Lénier. Il a des dettes un peu partout. Il avait du mal à payer la rente viagère. Vous comprenez? Oui, je comprends, monsieur le maire, mais en même temps, à présent, c'est pas une maison qu'il récupère, c'est une ruine. Je vois pas bien son intérêt. Allez l'interroger, je vous dis. Et demandez-lui où il était hier soir. Et pourquoi il n'est pas venu aider à éteindre les flammes. Parce qu'il n'est pas venu, hein. Il n'est pas venu. Bon, on va voir. Dites, avant que nous allions l'interroger, qu'est-ce que vous pouvez me dire, celui-là, ce Lénier? Vous dire celui? Eh bien d'abord que c'est un homme à femme. Ça fait 4 ans qu'il est ici, il couche avec la femme à l'Espagne. La femme est du cabaretier, du pot des amis. Et tout le monde vous le dira. Dans la foulée, faute d'autres pistes, les gendarmes vont donc toquer chez l'instituteur Lénier. Messieurs? Bonjour, monsieur. Nous aurions des questions à vous poser. C'est suite à la mort de monsieur Gay. Je suppose que vous êtes au courant. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir? Eh bien, j'ai terminé ma classe à 5 heures. Je suis resté à l'école environ 1 heure. Et ensuite, justement, je suis allé chez Gay. Chez Gay? Et pourquoi d'abord? Eh bien, pour lui payer mon viager. On était le 15 du mois. Un viager de quel montant, monsieur Lénier? 6 francs 75. Et il vous a fait un reçu? Ah oui, comme toujours, tenez, le voilà. Bon, les gendarmes rédigent leur rapport au juge, et le juge vient à peine d'en prendre connaissance quand le curé du village, l'abbé Delmas, demande à le voir. Monsieur le juge, je vous remercie de me recevoir. Je vous en prie, monsieur l'abbé. Asseyez-vous. Alors que me vaut votre visite? Eh bien, c'est concernant le maître Gay, au Fieux. C'est-à-dire que je le connaissais bien. Ah bon? Et alors? Il m'a dit plusieurs fois que il n'était pas du tout content de l'instituteur, hein? Qu'il regrettait d'avoir vendu la maison, qu'il n'avait pas fait une bonne affaire. Alors moi, du coup, je suis allé voir Lénier. Et il m'a dit, il est jamais content, et il voudrait que je sois toujours chez lui. Voilà ce que je voulais vous dire. Prudence de curé, qui se garde bien d'accuser l'instituteur, mais qui l'accuse quand même un peu. Pour tout vous dire, monsieur le juge, le lendemain de l'incendie, j'ai trouvé Lénier très inquiet. Et le soir du feu, j'ai noté qu'il y avait de la lumière chez lui, jusqu'à 10 heures du soir. Alors que d'habitude, c'est un couche tôt, hein. Vous comprenez? Et par ailleurs, d'après ce qu'on m'a dit,
Quand une demi-heure plus tard, les voisins sont allés tambouriner à sa porte pour le réveiller, il paraît qu'il a mis longtemps à se lever. C'est étonnant, non, pour quelqu'un qui venait de se coucher. Quelles sont, monsieur l'abbé, vos relations avec monsieur Laignier? Je vous concède, monsieur le juge, qu'elles sont très mauvaises, hein, très mauvaises. Notamment parce qu'un jour, je lui ai prêté de l'argent qu'il ne m'a jamais rendu. Bien. Écoutez, monsieur le curé, je vous remercie, et je vais poursuivre mon enquête. Conclusion de ce début d'enquête, le maire et le curé ont l'instituteur dans le nez. C'est assez banal, finalement. Mais ça ne suffit pas à condamner un homme. Heureusement. Un peu plus d'un mois après l'incendie, le 21 décembre, les habitants du Fieux sont à nouveau réveillés en pleine nuit par des cris. « À l'aide! À l'aide! À l'aide !» Ils regardent par la fenêtre, et là ils voient un homme qui arrive en courant, et ils le reconnaissent tout de suite, c'est Victor. C'est Victor Degnaud, c'est un gars du village. Il a son par-dessus tout déchiré. J'ai été attaqué sur le chemin de l'âge du chai de budget, dans le bois. Ils m'ont crié la bourse ou la vie. Je me suis défendu en donnant des coups de mon bâton. Et là, je les ai reconnus. C'était les Laignier, l'instituteur et son père. Ils étaient cachés derrière un arbre. Mais je les ai reconnus, hein. Le lendemain, le maire fait prévenir les gendarmes. Et les mêmes, ceux qui enquêtent déjà sur la mort du Perquet, sont de retour au Fieux. Et ils vont tout droit chez l'instituteur Laignier. « Bonjour, monsieur Laignier. Nous avons un mandat de perquisition. » Et dans sa chambre, il trouve une chemise, une vieille chemise, tachée de sang. « Dites, monsieur Laignier, d'où est-ce qu'elle vient, cette chemise? » Eh bien, c'est le boucher. Souvent, il accroche sa viande dans le couloir quand il fait mauvais. Et voilà, hier, je me suis taché. Les gendarmes vont ensuite perquisitionner la maison des parents Laignier, qui habitent aussi le village. Et dans leur cave. Oh, boudiou! Regarde dedans. Des barriques de vin pleines. Ça serait pas les barriques volées au vieux Perguet? Les Laignier, le fils et les parents sont immédiatement arrêtés et conduits au tribunal de Coutras pour être entendus par le juge. Devant le juge, les Laignier se défendent becs et ongles. Ils n'ont pas tué le Perguet, et pas non plus agressé Victor Degnaud. Nous sommes victimes d'une cabale, monsieur le juge. Une cabale des gens du village. Nous venons d'arriver, il y a 4 ans, ils ne nous ont jamais acceptés. Jamais! Bon, le juge est sur le point de les relâcher, mais voilà que le maire du Fieux, Pierre Sarrazin, demande à le voir. « Monsieur le juge, je me suis permis de mener ma petite enquête au village. » Eh bien, Marie l'Espagne, qui, vous le savez, est la maîtresse de Laignier, elle a reconnu devant moi que son amant avait acheté son silence. Quelques jours après la mort du Perguet, il lui a offert un coupon de molleton blanc. Un coupon pour qu'elle se taise? Le juge Borda la convoque le lendemain. Alors, madame l'Espagne, d'abord dites-moi, reconnaissez-vous avoir eu des relations, disons, extra-conjugales avec l'instituteur Laignier? Ben, c'est-à-dire oui. Oui, je le connais. Depuis combien de temps? Oh, environ 1 an. Mais ça n'est pas une romance, hein, croyez-moi. Hein. C'est un homme jaloux, très jaloux. Il m'a même conseillé de divorcer avec mon mari. Mais moi, je ne veux pas partir. Il m'a dit de faire croire qu'il me battait et qu'il voulait empoisonner notre fille. Mais c'est faux. Pour m'en débarrasser, il m'a même conseillé de l'empoisonner. Avec de la mort au rat. Madame, je vous pose la question.
Savez-vous des choses sur la mort du père Gay? Et Laignier vous a-t-il demandé de vous taire en vous faisant un cadeau? Il est vrai qu'il m'a dit, je dirais environ une semaine avant la mort du père Gay, Gay ne sera pas en vie dans 8 jours. Oui, il m'a dit ça. Et il m'a dit aussi, je lui ferai tourner les yeux d'une manière qu'il les a jamais tournés. Il m'a dit ça. Et après, il m'a dit, t'as vu, ce que je t'avais dit est arrivé. Et donc, oui, il m'a offert un coupon de molleton blanc en me disant de pas dire son nom, si j'étais entendu par les gendarmes. Vous pensez que Laignier a tué le père Gay? Ah, ce que je peux dire, c'est que le lendemain, il avait du sang sur les sabots. Sacrée révélation. Dès que la mère l'Espagne a le dos tourné, le juge demande qu'on lui amène l'instituteur. Et il lui lit les morceaux choisis de la déposition de sa maîtresse. Mais pourquoi elle a raconté ça, monsieur le juge? Pourquoi? J'avoue que je comprends pas. Ça n'est donc pas la vérité. Vous ne lui avez pas offert une pièce de molleton après le crime. Mais si. Si, je lui en ai offert une. Mais c'était un cadeau. J'achetais pas son silence. Et là, il éclate en sanglots. Écoutez, monsieur Laignier. Je vous inculpe pour le meurtre du père Gay et pour l'agression de Victor Degnaud. Et je vais d'ailleurs inculper aussi votre père. Vous demeurerez en prison jusqu'au procès. Le 30 juin 1848, les Laignier père et fils se retrouvent accusés de meurtre devant la cour d'assises de Gironde. Un instituteur devant les assises. C'est pas banal, hein. C'est très rare, surtout que celui-là a été pendant 4 ans directeur d'école. Et bon directeur, d'après ce qu'on dit. Il est bien sûr question, dès le début du procès, de sa relation adultère avec Marie l'Espagne. Ah mais je n'ai jamais été son amant. Jamais. Marie ne faisait que me raconter ses malheurs conjugaux, c'est tout. Et j'étais avec elle un ami honnête. L'accusation, monsieur, rapporte que vous avez conseillé à Marie l'Espagne d'empoisonner son mari. Enfin, l'accusation, monsieur le président, elle se base sur des témoignages de gens qui me haïssent. Et pour le reste, il nie tout. Et le meurtre du père Gay et l'agression de Degnaud. Je demande à tous ceux qui m'accusent de se repentir. Mais tout le monde continue de témoigner contre lui, y compris le jeune Degnaud, qui maintient qu'il les a reconnus, lui et son père. Y compris le maire, Pierre Sarrazin, qui vient en rajouter. Monsieur Laignier fait aussi office de secrétaire de mairie. C'est donc lui, naturellement, qui a rempli l'acte de décès de Gay. Eh bien, figurez-vous qu'il a écrit 11 heures du soir, comme heure de la mort. Je lui ai demandé pourquoi, puisqu'il est mort beaucoup plus tôt, vers 10 heures. Et là, il a pâli. Il a pâli. Après quoi, l'avocat de Laignier, maître Gergelès, prend la parole. Il a un argument massu. Je voudrais que vous m'expliquiez pour quelle raison mon client aurait mis le feu à une maison qu'il vient d'acquérir en viager. Quel serait son intérêt? Aucun, puisqu'il perd tout. Hein? Il n'y a aucune preuve contre lui, si ce n'est des ragots de village. Il est innocent. Enfin, acquittez-le. Et arrive le verdict. Le père Laignier, Adrien, est acquitté. Mais le fils, l'instituteur, est reconnu coupable du meurtre et de l'incendie. En conséquence, monsieur Jean-François Dieudonné Laignier, vous êtes condamné aux travaux forcés à perpétuité. Et donc, Jean-François Laignier part pour le bagne. Pas le bagne de Cayenne, en Guyane, le bagne de Brest, en métropole, qu'il rejoint à pied,
avec 500 autres détenus. Ils mettent 1 mois à parvenir à la pointe de la Bretagne. À l'arrivée, on l'enchaîne par les pieds à un autre forçat. Le jour, il travaille à coups de fouet. Et la nuit, il est enfermé dans un dortoir avec 200 autres détenus. Mais mon histoire n'est pas terminée. Très loin de là. Car le père Lénier, Adrien, accusé puis acquitté, a décidé de tout faire pour démontrer l'innocence de son fils. Lui et sa femme commencent par déménager. L'atmosphère au Fieux est devenue invivable. Il s'installe à Coutras, à 30 km. Et le père Lénier se met à écrire au procureur une lettre tous les 3 mois. Il demande qu'on retrouve les vrais coupables. Le procureur le prend pour un fou, évidemment. À côté de ça, le père Lénier reçoit régulièrement des lettres de son fils. Surtout, point de sollicitation de grâce. Ce mot me fait horreur. Je préfère toute ma vie être captif que seulement penser qu'on pourrait me gracier. Si l'on ne peut me rendre véritablement justice, eh bien, il faut subir le sort. Et les années passent. Et 6 ans après la condamnation de Jean-François Lénier, en 1854, un jeune procureur impérial est nommé. Et bien sûr, le père Lénier lui a écrit, comme il a écrit au précédent. « Mon fils est innocent, il a été injustement condamné. » À la différence que lui, le jeune procureur prend ses lettres très au sérieux. Il accepte de rouvrir l'enquête sur le meurtre du père Gay. Et il renvoie les gendarmes sur place, en leur demandant de réinterroger tous les protagonistes, sauf l'abbé Delmas qui est mort entre-temps. Et 7 ans après le meurtre, les gendarmes tombent sur un premier menteur, le jeune Victor Degnaud. Je reconnais que Lénier, il m'a jamais attaqué. C'est l'Espagne, le cabaretier, qui m'a demandé de mentir. Et c'est lui qui m'a déchiré ma veste pour faire croire que je m'étais battu. Bon, moi j'ai accepté. Je lui devais 15 francs pour du pain que j'avais pas payé. Alors il a effacé ma dette. C'est pour ça que j'ai pas dit la vérité. Oh oh! Et pourquoi donc l'Espagne, le bistrotier, lui aurait-il demandé de mentir? Les gendarmes commencent par aller voir sa femme, Marie, la supposée maîtresse de l'instituteur. Madame l'Espagne, vous aviez déclaré à l'époque que vous aviez vu des traces de sang sur les sabots de monsieur Lénier. Est-ce que 7 ans plus tard vous confirmez? Ben, non. Non, c'est pas vrai. Et les aveux que monsieur Lénier vous aurait faits? Ben, mais c'est faux aussi. J'ai fait que dire ce que Sarrazin, le maire, il m'avait dit de dire. Et pourquoi vous avez menti, madame? Eh bien, pour couvrir mon mari. Et couvrir votre mari, pourquoi, madame? Eh bien, parce qu'il m'a fait la confession que c'est lui qui a tué Gay. Par accident. Sacré retournement. Et Lénier qui est au bagne depuis 6 ans, pour rien. Les gendarmes vont donc voir tout de suite Pierre l'Espagne, et lui aussi change de musique. C'est-à-dire que Gay, il me devait 45 francs. Et donc il était convenu qu'en échange, il me donnerait son vin. Et je suis donc allé chez lui le 15 novembre, pour prendre le vin à ma charrette. Et au moment de partir, il y a eu une discussion entre nous, un peu vive. Je l'ai poussé, il est tombé. Moi, je ne pensais pas qu'il était mort. Et je suis parti. Et le feu, monsieur l'Espagne? Le feu.
Qui a mis le feu? Eh bien, il y avait une chandelle dehors. Comme je ne pensais pas qu'il était mort, mais je pensais qu'il allait l'éteindre. Mais moi, je voulais pas sa mort. Hein? Je voulais pas brûler sa maison. Et voilà comment, depuis 6 ans, presque 7, un innocent croupit au bagne. Et maintenant, comment le sortir de ce pétrin? Aujourd'hui, on commencerait par organiser un procès en révision. On commencerait par innocenter Laigné, et puis ensuite on organiserait un autre procès pour condamner l'Espagne et les siens. Mais en 1853, ça n'est pas comme ça que ça se passe. On commence par organiser le procès des menteurs. Et en attendant, Laigné reste au bagne. Le procès de Pierre l'Espagne et de tous ceux qui autour de lui ont menti, c'est-à-dire sa femme Marie et le jeune Victor Degnaud, s'ouvre le 12 mars 1855 à Bordeaux, avec un gros problème d'entrée. Les l'Espagne, mari et femme, font marche arrière sur leurs aveux. « J'ai pas fait ces aveux librement, monsieur le président. C'est les gendarmes qui m'ont forcé. J'ai pas tué Gay. » Heureusement, le président a des témoins sous la main, dont un certain François Lapluie, qui est un villageois qui n'avait rien dit à l'époque. Il n'apparaît pas dans la procédure qui a condamné Laigné il y a 7 ans. « Monsieur Lapluie, vous jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Levez la main droite et dites « je le jure ». « Je le jure ». On écoute ce que vous avez à dire. « D'accord. Eh bien, à l'époque, j'ai eu les confidences de Madame Sarrazin, la femme du maire. Elle est morte aujourd'hui. Et Madame Sarrazin m'a dit, Sarrazin, mon mari, il connaît le vrai coupable. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Ah, absolument sûr. Et après le procès, un jour, j'ai croisé le maire. Et il m'a dit, il vaut mieux que ce soit Laigné que l'Espagne. Parce que l'Espagne, c'est un gars de chez nous, et Laigné, c'est pas un gars de chez nous. Et puis quelque temps après, j'ai entendu l'Espagne lui-même, qui a dit devant moi, tant que Sarrazin est vivant, j'ai rien à craindre. Et là, sa femme a dit, tais-toi, t'es pas encore sauvé. Il se pourrait que tôt ou tard, on découvre la vérité. Voilà ce que je voulais témoigner. Mais le témoin clé est le suivant. Elle s'appelle Catherine Joatte, c'est la tante de l'Espagne. Et elle aussi n'a rien dit à l'époque. Mon fils qui est décédé, le pauvre, aujourd'hui, et qui était le filleul de l'Espagne, m'a dit des choses avant de mourir. Il m'a dit d'abord que Laigné, il était innocent, et il m'a dit après que lui, il était avec l'Espagne quand c'est arrivé. Et que c'est l'Espagne qui a fait le coup. Il m'a dit que le marteau qui a servi à tuer Gay a été caché dans le chai du beau-père de l'Espagne. Mais dans leur box, les l'Espagne, mari et femme, ne flanchent pas. Pour l'instant. Le président décide alors de faire sortir le père l'Espagne et de ne garder que sa femme, parce qu'il a senti qu'elle était plus fragile, évidemment, et que sans doute sa conscience la travaillait un peu plus que celle de son mari. Il a eu raison, parce que c'est elle qui flanche. C'est vrai que mon mari, il a eu le malheur de le faire, mais il n'a pas voulu le faire. Il m'a dit qu'il avait juste poussé Gay et qu'il était tombé. Est-ce que vous vous sentez le courage, madame, de redire ça devant votre mari? Ah non. Ah non, je pourrais pas. Eh bien, moi, je vais le lui dire. Garde! Faites entrer l'accusé d'Espagne. Il rentre. Il regarde sa femme. Il a compris tout de suite qu'elle l'avait lâché. Il résiste encore un peu, c'est faux, je l'ai pas tué. Et puis en fin de journée, il parle longuement avec son avocat. Et il rédige une lettre que l'avocat lit le lendemain matin.
Messieurs de la Cour, messieurs les jurés, je fais donc lecture de la lettre de mon client. Aujourd'hui, je fais aveu devant vous que je me suis bien rendu chez Gay le 15 novembre pour emporter son vin. Le vieux a protesté, je lui ai donné une poussée, il est tombé à la renverse et sa tête est tombée sur un outil tranchant à biseau. Et je suis parti, laissant les 2 chandelles allumées. Et voilà, Laigné est innocent, c'est l'Espagne qui a fait le coup. La vérité est rétablie. Et le procureur fait un réquisitoire implacable. Pierre l'Espagne est l'artisan méthodique d'une machination abominable. Une machination qui a conduit un innocent à 7 années de bagne. À l'heure du verdict, Pierre l'Espagne est reconnu coupable du meurtre. Et coupable aussi d'avoir suborné les témoins, c'est-à-dire sa femme et le jeune Victor Degnaud, lesquels Degnaud et Marie l'Espagne sont reconnus coupables de faux témoignages. Accusés, levez-vous, je vous prie. La Cour vous condamne tous les 3 à 20 années de travaux forcés. Et à partir de là, on se retrouve dans une situation assez problématique. C'est-à-dire qu'on a 2 personnes qui ont été condamnées pour le même crime. Laigné, l'instituteur, il y a 7 ans, et l'Espagne, le cabaretier. Et donc en droit, c'est pas possible, ça. Et la Cour de cassation décide de casser les 2 jugements. Celui qui a condamné Laigné il y a 7 ans et celui qui vient de condamner l'Espagne. Les 2 se retrouvent donc à nouveau innocents. Et on organise 3 mois plus tard un 3e et dernier procès, en mettant dans le même box des accusés et Pierre l'Espagne et Jean-François Laigné. Et à l'issue de ce procès, l'Espagne est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Et Laigné est officiellement innocenté. Justice est rendue. Enfin! Quelque temps plus tard, les pouvoirs publics, pour se faire pardonner, nomment Jean-François Laigné commissaire du gouvernement auprès de la Société de charbon de la Mayenne et de la Sarthe. Un travail de rond de cuir, pas très fatigant. Mais Laigné est ratatiné par les 7 années passées au bagne. Et il meurt 3 ans plus tard. Son père, lui aussi, est récompensé pour son œuvre de justice parce que c'est à lui qu'on doit tout ça. Napoléon III décide de lui offrir un bureau de tabac. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Évidemment, c'est une histoire qui a marqué les esprits parce qu'à un moment, on s'est retrouvé avec 2 condamnés pour un seul crime. Et pour débriefer cette histoire, je vais faire appel à vous, Jean-François Tanguy. Vous êtes historien, vous êtes notamment un très bon connaisseur de la justice au XIXe siècle. Je ne mens pas, n'est-ce pas, quand je dis que à l'époque, c'est une histoire qui a eu une grande célébrité. Oui, tout à fait. C'était des affaires assez rares. J'en connais une autre que j'ai étudiée qui est assez similaire. Mais enfin, bien entendu, ça faisait toujours beaucoup d'effets lorsque 2 personnes étaient condamnées pour le même crime, c'est évident. À votre sens, c'est ça qui fait la célébrité de l'affaire, c'est cette espèce de hiatus qu'à un moment on se retrouve avec 2 condamnés. Avec 2 condamnés, bien entendu. Alors, il y a autre chose, bien sûr, dans cette affaire. Il y a notamment l'acharnement du village contre l'instituteur, qui est également assez caractéristique, pas forcément contre les instituteurs, mais l'acharnement d'un village contre un homme parce qu'il a mauvaise réputation ou pour d'autres raisons, c'est également quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment dans les affaires criminelles au XIXe siècle. Oui, parce que c'est un étranger, en vérité, c'est de là que tout vient.
C'est ça, c'est un étranger. Alors un étranger, ça veut dire quelqu'un qui est né à plus de 10 kilomètres. Hein. C'est comme ça qu'on raisonne, et parfois même jusqu'à la Première Guerre mondiale. Hein. Grenadou, le paysan donc étudié il y a quelques années et qui a fait l'objet d'une biographie célèbre, parle d'un étranger comme il dit que sa sœur avait épousé un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui était né à 30 kilomètres. Donc c'est pas quelqu'un du village. Voilà. Et puis alors, en plus donc de la haine de l'étranger, qui est un moteur assez courant dans le crime, et pas qu'au 19e siècle. Hein, oui, bien entendu. Encore même aujourd'hui. Il y a aussi, alors il y a le mythe du viager, qui est très intéressant, parce que le viager, ça a inspiré des tas de films. C'est-à-dire qu'on se dit toujours que quand on achète en viager, celui qui a acheté va forcément tuer le débit rentier. Voilà, il y a le viager, il y a parfois d'autres motifs. Dans une affaire que j'ai étudiée, qui est un peu plus tardive, en Bretagne, on accuse le prétendu meurtrier, qui en définitive sera condamné. Là, c'est un peu différent. On l'accuse d'avoir assuré, c'est-à-dire, alors à l'époque de Lénier, c'était pas possible, là, ça se faisait pas. Mais on l'accuse d'avoir, dans les années 1880, assuré sa maison contre l'incendie et d'y avoir mis le feu volontairement pour toucher la prime. Donc le présumé coupable est volontiers accusé de type de malversation de ce genre. Il tue ou il incendie par intérêt. Alors, ce qu'il y a aussi et qui fait le succès, je suppose, de l'affaire, c'est les coucheries. C'est-à-dire le fait il était l'amant de la mère l'Espagne. Oui, c'est-à-dire que on n'était pas sous les draps. Hein, est-ce qu'ils ont-ils vraiment consommé ou pas? On n'en sait rien. Mais bon, les affaires de mœurs dans les villages, ça faisait également les choux gras de l'ensemble des habitants qui étaient toujours à l'affût d'histoires de ce genre-là. Ça permettait un peu d'égayer la monotonie du quotidien. Alors. Il y a quelque chose qui peut surprendre, c'est l'intérêt des gendarmes pour ce dossier, parce qu'on se dit au fond c'est le trou du cul du monde, quoi. C'est pétard au schnock. Oui. Alors les gendarmes tout de même manifestent un certain zèle. Quand Victor Degnaud qui dit qu'il a été agressé, ils arrivent le lendemain pour interroger tout le monde et ils débarquent chez Lénier. Oui, mais parce qu'ils sont l'œil de l'État dans les campagnes. C'est le réseau de la gendarmerie qui maintient l'ordre, qui inspecte, qui va chercher les déserteurs de l'armée. Donc c'est vraiment le réseau de la gendarmerie au XIXe siècle est vraiment absolument essentiel pour maintenir un semblant d'ordre social dans le milieu rural. Et puis après tout, ce sont des militaires, ils sont aux ordres de leurs supérieurs et ils sont aux ordres du procureur et du juge d'instruction lorsqu'il leur donne une mission. Et leurs rapports sont souvent, même pratiquement toujours, extrêmement précis, pas forcément exaltants, hein, c'est écrit en style très administratif, mais extrêmement précis et instructif. Oui, non, mais on est quand même surpris, en fait, de constater que dès le milieu du 19e siècle, le système judiciaire français fonctionne bien. Je dis ça parce qu'on a toujours tendance à penser que la vie n'est qu'un infini progrès et que donc il fonctionnerait mieux aujourd'hui qu'il y a 150 ans. Ah, c'est très difficile, oui, à dire. Est-ce qu'il fonctionne mieux aujourd'hui, mieux il y a 150 ans? Il fonctionnait, quoi. Il fonctionne, et même il y a quelque chose qui, moi, j'ai étudié quand même des dizaines d'affaires, quelque chose qui m'a frappé, des affaires de toute nature, et ça c'est un fait objectif, hein, il est beaucoup plus rapide que la justice de nos jours. De nos jours, une affaire criminelle, vous savez bien, donc elle peut traîner sur 3 ans, 4 ans, mais c'est très fréquent qu'un procès d'assises, un procès criminel ait lieu 3 ou 4 ans après les faits. Or, au 19e, ce n'est pas ça. Les affaires pénales sont jugées avec une extrême rapidité. Alors, est-ce qu'elles sont bâclées? Ça, c'est une autre question. Mais elles sont jugées très rapidement. Une affaire de mœurs, par exemple, entre les faits qui donnent naissance aux poursuites et la condamnation ou l'acquittement, c'est quelques semaines. Une affaire de meurtre, c'est 5-6 mois au maximum, y compris dans des affaires très complexes. C'est peut-être un peu rapide, mais c'est toujours mieux que d'attendre 4 ans. C'est vrai que la procédure... je pense que de ce point de vue-là, on n'a pas progressé. Non, certainement. Oui. Alors, il y a quelque chose que moi je découvre, pardon. Alors, j'avoue que je tombe de l'arbre, c'est là. Ça fait des années que je raconte des histoires, y compris de cette époque. C'est qu'il y avait donc un bagne à Brest. Oui, en fait, il y avait avant le milieu des années 50, des années 1850, il y avait 3 grands bagnes en France qui correspondaient aux grands dépôts et bases de la marine. Il y avait un bagne à Toulon, un à Rochefort, près de La Rochelle, et un à Brest.
Ce n'est qu'en donc sous Napoléon III qu'on a décidé de transporter le bagne à Cayenne d'abord, puis ensuite après ça a été en Nouvelle-Calédonie, puis il est revenu à Cayenne. Et pourquoi? Eh bien parce que les habitants des 3 villes concernées se plaignaient de la proximité des bagnards, qui n'était pas évidemment une population forcément très sympathique. Voilà. Alors, si on a tous les détails de cette histoire, c'est notamment grâce à la presse de l'époque. Et ce qu'on est obligé quand même de constater, c'est que la presse de ces années-là rendait beaucoup plus compte des détails des crimes qu'elle ne le fait aujourd'hui. Oui, et notamment, il y a une raison, c'est qu'il y a une myriade, un incroyable nombre de petits journaux locaux, régionaux et locaux, qui s'intéressent à absolument tout ce qui se passe de manière précise dans les petites villes, dans les villages, et comme il faut bien qu'ils remplissent leur page. Alors c'est pas des journaux très importants, ils ont 4 pages maximum, mais eh bien ils vont dépêcher des correspondants locaux qui vont s'informer auprès du maire, auprès des adjoints, auprès du secrétaire de mairie et auprès des gendarmes, et qui vont effectivement rapporter tout dans les moindres détails. Et ça, c'est ce réseau de petits journaux, de journaux infimes, infiniment plus nombreux que de nos jours, infiniment plus nombreux, est une source de l'histoire judiciaire, bien entendu, pour la France de l'époque. Et il racontait quelques conneries quand même. Ah oui, ça l'aura parce qu'il vérifie pas. Très souvent, il ne vérifie pas. Oui, bien sûr. Quelqu'un donc le secrétaire de mairie m'a dit, et hop, donc comme il faut que ça soit au marbre dans les heures qui suivent, eh bien ils vont tout simplement rapporter ce qu'on leur a dit, bien entendu. Merci Jean-François Tanguy de nous aider à faire le tri dans tout ça. Une fois de plus, si vous n'étiez pas là, je ne pourrais pas raconter ces histoires parce que je n'aurais personne pour les débriefer, car évidemment les juges d'instruction et les gendarmes de l'époque ne sont plus là pour témoigner. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.